En 1823, dans les archives de la préfecture de police de Lyon, une note manuscrite de 3 lignes changea à jamais la perception que les autorités françaises avaient des entreprises de pompes funèbres familiales. Cette note, griffonnée d'une main tremblante par l'inspecteur Lucien Hervé, ne contenait que ces mots « Famille Dubois, 47 corps manquants, fouilles immédiates ». Ce qui fut découvert dans les caves de leur établissement funéraire ne devait jamais être révélé au public. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette affaire qui terrorisa la bourgeoisie lyonnaise pendant des décennies. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Vos témoignages nous aident à découvrir d'autres mystères sombres de votre région. Lyon, 1820. La France de Louis XVIII pense encore les plaies de l'époque napoléonienne. Les bouleversements sociaux de la Révolution et de l'Empire ont redistribué les cartes de la fortune et du pouvoir. Dans cette société en reconstruction, où les codes aristocratiques cèdent la place aux valeurs bourgeoises, de nouvelles opportunités s'offrent aux esprits entrepreneuriaux, même les plus sombres. Dans le quartier de la Croix-Rousse, entre les ateliers de soierie qui font la richesse de Lyon et les maisons bourgeoises aux façades austères, s'élève une demeure particulière de 3 étages, aux volets perpétuellement clos. Cette bâtisse, construite dans le style architectural de la fin du XVIIIe siècle, dégage une atmosphère de respectabilité tranquille qui rassure la clientèle fortunée du quartier. Au rez-de-chaussée, une enseigne discrète en cuivre poli annonce « Dubois en Fils, pompe funèbre depuis 1789 ». Cette date n'est pas anodine. Elle suggère que l'entreprise familiale a survécu aux turbulences révolutionnaires, gage de stabilité et de discrétion dans une époque où tant d'institutions ont périclité. La famille Dubois jouit effectivement d'une réputation irréprochable dans la haute société lyonnaise. Henri Dubois, le patriarche, 52 ans, porte avec dignité le titre d'entrepreneur funéraire de première génération. Grand homme aux cheveux grisonnants toujours parfaitement ordonnés, il s'exprime avec la déférence calculée d'un artisan qui connaît sa place dans la hiérarchie sociale, tout en sachant faire valoir son indispensabilité. Ancien menuisier devenu entrepreneur funéraire, Henri a su s'adapter aux nouveaux codes de la bourgeoisie naissante avec une intelligence remarquable. Il comprend intuitivement que la mort, dans cette société post-révolutionnaire obsédée par l'apparence et le statut social, représente un marché porteur pour qui sait allier savoir-faire technique et sens des convenances. Sa femme, Célestine, 48 ans, incarne parfaitement l'épouse bourgeoise accomplie. Femme aux manières raffinées, acquises par observation minutieuse de sa clientèle, elle supervise l'aspect administratif de l'entreprise avec une précision méticuleuse. Ses robes sombres mais élégantes, ses bijoux discrets mais de qualité, son élocution soignée, tout en elle respire cette respectabilité nouvelle que recherche la bourgeoisie lyonnaise. Pourtant, ceux qui la connaissent bien remarquent parfois dans son regard une froideur particulière, une façon d'observer les gens comme s'ils étaient déjà morts. Cette impression fugace est généralement attribuée à son métier. Comment conserver la chaleur humaine quand on côtoie quotidiennement la mort? Leurs 3 fils ont été formés dès leur plus jeune âge aux traditions familiales. Auguste, l'aîné de 28 ans, possède cette prestance naturelle qui inspire immédiatement confiance. Grand, mince, toujours vêtu avec un soin extrême, il manie les formules de politesse avec l'aisance d'un courtisan. Son visage aux traits fins et réguliers, encadré de cheveux noirs plaqués en arrière, évoque celui d'un jeune notaire ou d'un avocat prometteur. Émile, 26 ans, se distingue par ses talents artistiques exceptionnels. Plus petit que son aîné, doté de mains fines et expressives, il possède cette sensibilité esthétique indispensable dans un métier où l'apparence finale du défunt conditionne la satisfaction de la famille. Ses yeux noirs, particulièrement vifs, semblent capter chaque détail avec une acuité troublante. Théodore, le cadet de 22 ans, gère les relations extérieures avec une sociabilité naturelle qui séduit immédiatement. Blond comme sa mère, doté d'un sourire charmeur et d'une conversation brillante,
Il fréquente assidûment les salons bourgeois où se nouent les relations d'affaires. Sa jeunesse et son charme lui ouvrent des portes que l'austérité traditionnelle des pompes funèbres aurait pu tenir fermées. L'établissement Dubois ne ressemble en rien aux pompes funèbres populaires de l'époque. Ici, tout respire le luxe discret et la respectabilité absolue. Le salon de présentation, tendu de velours grenat et éclairé par des candélabres en bronze doré, évoque davantage un cabinet de notaire qu'un commerce funéraire. Les cercueils exposés, sculptés dans les bois les plus nobles, chênes, acajou, palissandre, témoignent d'un savoir-faire artisanal exceptionnel. Les tentures de soie noire bordées de fils d'or, les coussins de satin blanc immaculé, les ornements en bronze ciselé, chaque détail révèle un souci de perfectionnisme qui justifie les tarifs élevés pratiqués par la Maison Dubois. Les corbillards, tirés par des chevaux d'un noir de jais parfaitement entretenu et harnachés de cuir ouvragé, constituent l'un des spectacles les plus impressionnants des funérailles lyonnaises. La clientèle se compose exclusivement de notables, négociants en soie qui font la fortune de Lyon, banquiers qui financent l'expansion industrielle naissante, magistrats soucieux de leur dignité posthume, officiers en retraite nostalgiques des fastes impériaux, propriétaires terriens adaptés au nouveau temps. Ces familles, souvent récemment enrichies, voient dans les services Dubois une façon d'affirmer leur nouveau statut social. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Dans cette France de la Restauration où les hiérarchies sociales se redéfinissent, les funérailles deviennent un marqueur essentiel d'appartenance à l'élite. Une cérémonie réussie, organisée par les Dubois, constitue une forme de reconnaissance sociale posthume. Un dernier témoignage de respectabilité qui rejaillit sur toute la famille du défunt. Mais c'est dans les sous-sols de cette demeure respectable que se cachent les véritables ateliers de la famille Dubois. Des caves voûtées, creusées dans le tuffeau calcaire caractéristique de la région lyonnaise, s'étendent sur plusieurs niveaux. Ces espaces souterrains, dont l'architecture révèle une construction plus ancienne que la maison elle-même, bénéficient d'une température et d'une humidité naturellement favorables à la conservation. Officiellement, ces caves servent à la préparation et à la conservation des corps en attente d'inhumation. Les familles fortunées apprécient en effet la possibilité de différer les obsèques pour permettre aux proches éloignés de se rassembler ou pour organiser des cérémonies d'ampleur exceptionnelle. Cette pratique, encore rare à l'époque, constitue l'un des atouts concurrentiels majeurs de l'établissement Dubois. En réalité, ces caves abritent un commerce bien plus sombre et infiniment plus lucratif que la simple organisation de funérailles bourgeoises. Tout commence par un événement apparemment banal. La disparition de Madame Joséphine Bertrand, veuve de 68 ans d'un riche manufacturier de soie. En novembre 1822, cette dame, connue pour sa générosité envers les œuvres de charité et sa piété discrète, s'éteint paisiblement dans son sommeil, dans son hôtel particulier de la rue de la République. Madame Bertrand menait depuis le décès de son époux, survenu 5 ans plus tôt, une existence retirée mais confortable. Sa fortune, constituée principalement de parts dans les entreprises textiles familiales et de propriétés immobilières dans le centre de Lyon, lui assurait une rente annuelle considérable. N'ayant pas d'enfants, elle consacrait une partie importante de ses revenus à diverses œuvres caritatives, tout en maintenant un train de vie digne de son rang social. Sa bonne, Marie Planchat, 55 ans, était à son service depuis plus de 20 années. Femme de confiance absolue, elle gérait avec une efficacité remarquable l'organisation domestique de cette demeure bourgeoise. Marie connaissait chaque habitude de sa maîtresse, chaque détail de sa garde-robe, chaque bijou de sa collection personnelle. Ce matin de novembre, Marie Planchat découvre le corps au petit matin, en apportant comme chaque jour le plateau du petit déjeuner dans la chambre de Madame Bertrand. La vieille dame repose paisiblement dans son lit, visage serein, mains croisées sur la poitrine. Aucun signe de souffrance, aucune trace de lutte, une mort douce, celle que souhaiterait tout être humain parvenu au grand âge.
Respectant scrupuleusement les volontés exprimées par sa maîtresse dans son testament, Marie Planchat fait immédiatement appel au service de la famille Dubois. Madame Bertrand avait en effet spécifié, plusieurs mois avant sa mort, qu'elle souhaitait confier l'organisation de ses obsèques à cette maison réputée. « Ils sauront me rendre la dignité qui convient à mon rang », avait-elle déclaré à Marie. Auguste Dubois se présente dans l'heure qui suit l'appel, accompagné de son frère Émile. L'aîné de la famille inspire immédiatement confiance par sa prestance naturelle et sa connaissance parfaite des usages bourgeois. Grand homme aux cheveux noirs plaqués en arrière selon la mode de l'époque, aux mains blanches et soignées qui trahissent une condition sociale élevée, il possède cette autorité tranquille qui rassure les familles endeuillées. Auguste examine le corps, avec la compétence d'un professionnel expérimenté, note les détails nécessaires aux préparatifs funéraires, prend discrètement les mesures requises pour la confection du cercueil. Son comportement allie parfaitement la déférence due au rang social de la défunte et l'efficacité technique indispensable à son métier. Émile, plus discret, observe la scène avec cette attention particulière aux détails qui caractérisent les véritables artistes. Ses yeux vifs enregistrent chaque particularité physique de Madame Bertrand, la couleur exacte de ses cheveux, la texture de sa peau, la forme de ses mains, l'expression de son visage. Ces observations, apparemment motivées par les nécessités techniques de la conservation, révèlent en réalité une expertise troublante. Les deux frères discutent longuement avec Marie Planchat des détails de la cérémonie. Madame Bertrand souhaitait des obsèques dignes, mais sans ostentation excessive, en présence des notables du quartier et des bénéficiaires de ses charités. Le service religieux aurait lieu dans l'église Saint-Nizier, l'inhumation au cimetière de Loyasse, dans le caveau familial. Tout se déroule selon les règles établies par l'usage bourgeois. Auguste Dubois fait preuve d'un tact parfait, n'évoquant les questions matérielles qu'avec la délicatesse requise par les circonstances. Ces tarifs, élevés mais justifiés par la qualité des prestations, correspondent exactement aux moyens financiers de la défunte. Aucune surprise, aucune demande déplacée. Tout respire le professionnalisme le plus accompli. Le corps est emporté avec solennité dans un cercueil temporaire capitonné de soie blanche. Auguste explique à Marie Planchat que les préparatifs demanderont 3 jours, délai habituel pour permettre la confection d'un cercueil sur mesure et l'organisation d'une cérémonie digne de ce nom. La bonne approuve ces dispositions qui correspondent parfaitement aux souhaits de sa maîtresse. Pendant ces 3 jours, Marie Planchat s'occupe des formalités administratives et des invitations. Elle prévient les proches de Madame Bertrand, quelques cousins éloignés, les directeurs des œuvres charitables qu'elle soutenait, les voisins et commerçants du quartier. Chacun se montre attristé par cette disparition, tout en reconnaissant que Madame Bertrand avait atteint un âge respectable et que sa mort semble avoir été paisible. 3 jours plus tard, lors de la cérémonie d'adieu organisée dans le salon de la défunte selon l'usage bourgeois, Marie Planchat ressent un malaise indéfinissable qu'elle ne parvient d'abord pas à identifier clairement. Le corps de sa maîtresse, préparé avec un soin extrême et présenté dans un cercueil d'acajou aux ferrures de bronze, ne lui semble pas tout à fait le même. Cette impression d'abord fugace s'impose progressivement avec une force troublante. Les traits du visage paraissent légèrement différents, plus creusés autour des tempes, plus anguleux au niveau des pommettes. La bouche semble avoir changé de forme. Les paupières ne reposent pas exactement comme dans le souvenir qu'elle en garde. Marie se dit d'abord que la mort et les préparatifs funéraires expliquent ces modifications d'apparence. Mais c'est en observant les mains de sa maîtresse que le doute devient certitude. Ces mains qu'elle a tenues tant de fois pendant les moments de fatigue ou de mélancolie, qu'elle a massées avec des lotions pendant les longues soirées d'hiver, paraissent différentes. Plus osseuses, les veines plus saillantes, les ongles d'une forme légèrement différente. Surtout le bijou qui ne quittait jamais l'annulaire gauche de Madame Bertrand, cette bague sertie d'un saphir birman, héritage de sa grand-mère maternelle, qu'elle ne retirait jamais même pour dormir, ne semble plus le même. Marie connaît cette bague par cœur.
Elle l'a nettoyé des centaines de fois, admiré ses reflets bleus selon l'éclairage, écouté l'histoire de son acquisition par l'arrière-grand-père de Madame Bertrand lors d'un voyage en Orient. Or la pierre qui brille maintenant au doigt de la défunte, bien que bleue et taillée dans le même style, ne possède pas cette profondeur, ces nuances subtiles, ces inclusions caractéristiques qui faisaient la beauté exceptionnelle du saphir authentique. Cette pierre paraît plus terne, plus uniforme, probablement du verre taillé ou une pierre semi-précieuse de qualité inférieure. Marie Planchat ose s'approcher discrètement pour examiner de plus près ce détail troublant. L'observation confirme ses soupçons. Ce n'est définitivement pas la bague de sa maîtresse. Quelqu'un l'a remplacée par une imitation habile, mais une imitation tout de même. Elle tente discrètement d'interpeller Auguste Dubois, mais celui-ci l'évite avec une habileté consommée, toujours occupé par l'accueil des invités, les derniers préparatifs, les détails protocolaires de la cérémonie. Quand elle parvient enfin à l'aborder dans un coin du salon, il l'écoute avec un sourire compatissant qui ne révèle aucune surprise. « Ma chère Marie », dit-il d'une voix douce empreinte de compréhension professionnelle, « je comprends votre émotion. La mort transforme parfois les traits de façon troublante, même quand elle survient paisiblement. Nos procédés de conservation, bien qu'exceptionnellement efficaces, peuvent légèrement modifier l'apparence, surtout au niveau des tissus les plus fragiles. » Concernant la bague, Auguste explique avec la même patience bienveillante que les bijoux, au contact des produits de conservation utilisés pour préserver les corps, peuvent ternir et changer d'aspect de façon surprenante. Les métaux réagissent aux substances chimiques. Les pierres perdent temporairement leur éclat naturel. C'est un phénomène bien connu des professionnels, mais qui trouble toujours les proches. Son explication est si professionnelle, si rassurante, prononcée avec tant de conviction et d'autorité technique, que Marie Planchat finit par douter de ses propres perceptions. Après tout, le chagrin peut-il pas troubler la mémoire? L'émotion ne déforme-t-elle pas les souvenirs? Auguste Dubois connaît certainement mieux qu'elle les effets de la mort et de la conservation sur l'apparence humaine. Le cercueil est scellé sans autre incident. L'inhumation a lieu selon le protocole prévu. Les invités saluent la dignité de la cérémonie, la qualité des prestations fournies par la Maison Dubois. Marie Planchat reçoit les condoléances avec la déférence qui convient à son rang de domestique fidèle. En apparence, tout s'est déroulé parfaitement. Mais Marie Planchat ne peut chasser de son esprit cette sensation troublante. Dans les jours qui suivent, seule dans l'hôtel particulier désormais vide de sa maîtresse, elle repense sans cesse à ces détails inquiétants. Plus elle y réfléchit, plus sa conviction grandit. Ce n'était pas le corps de Madame Bertrand qu'elle a accompagné au cimetière. Cette certitude l'obsède au point qu'elle commence à poser des questions discrètes aux autres domestiques du quartier. C'est ainsi qu'elle apprend des détails qui transforment son intuition en véritable soupçon. L'enquête informelle de Marie Planchat révèle rapidement qu'elle n'est pas la seule à avoir ressenti cette impression étrange lors de funérailles organisées par la famille Dubois. En questionnant subtilement ses collègues domestiques lors des courses au marché ou des rencontres dominicales après la messe, elle découvre un schéma troublant. Madame Rosalie Chevalier, veuve d'un magistrat de la cour d'appel décédé 6 mois plus tôt, portait elle aussi une bague de famille remarquable, un rubis birman monté sur or blanc, héritage de son défunt époux. Sa femme de chambre, Adeline Morel, avait eu exactement la même impression troublante lors des obsèques. Ce n'était plus tout à fait le même bijou qui ornait la main de sa maîtresse. « Je connais cette bague depuis 15 ans. » confie Adeline à Marie lors d'une conversation dans l'arrière-boutique de l'épicier Gagnon. Madame la faisait nettoyer chaque mois. Elle me montrait les inclusions dans la pierre, me racontait comment son mari l'avait acquise lors de sa mission diplomatique en Orient. Celle qu'elle portait dans son cercueil, ce n'était pas la même. Plus troublant encore, Adeline révèle qu'elle a cru reconnaître la véritable bague de sa maîtresse quelques semaines après les obsèques. Je l'ai vue au doigt de Madame Laroche, l'épouse du notaire, lors de la réception pour le mariage de sa fille.
Exactement la même, avec cette inclusion caractéristique en forme d'étoile. Quand je lui ai fait compliment de ce bijou, elle m'a dit l'avoir acquis auprès d'un antiquaire recommandé par Monsieur Dubois lui-même. Ces révélations encouragent Marie Planchat à élargir son enquête. Elle découvre ainsi que Madame Eugénie Varlet, épouse d'un banquier influent, a confié des doutes similaires à sa couturière concernant les obsèques de sa belle-mère, survenues en septembre 1822. Les boucles d'oreilles en perles de culture n'étaient plus les mêmes, avait murmuré Madame Varlet à Mademoiselle Hortense Garnier, sa couturière habituelle. Les perles semblaient plus petites, moins nacrées, d'une forme moins parfaite. Belle-mère était si fière de ces bijoux offerts par son mari pour leurs noces d'or. Mademoiselle Garnier, femme observatrice et discrète dans la quarantaine, note soigneusement ses confidences dans le carnet personnel où elle consigne les détails utiles à son commerce. Depuis quelques mois, elle entend des histoires similaires dans son atelier de la rue Mercière. Toujours les mêmes éléments. Funérailles organisées par les Dubois, bijoux qui ne semblent plus authentiques, impression troublante sur l'apparence des défunts. En tant que couturière pour la bourgeoisie lyonnaise, Mademoiselle Garnier possède une connaissance intime des bijoux et accessoires de ses clientes. Elle les voit porter les mêmes parures pendant des années, connaît l'histoire de chaque pièce importante, note les modifications et acquisitions nouvelles. Son témoignage revêt donc une crédibilité particulière. Le docteur François Reynaud, médecin respecté du quartier, commence lui aussi à nourrir des soupçons professionnels. Plusieurs fois au cours de l'année 1822, il a été appelé pour constater officiellement des décès de patients qu'il suivait depuis des années. Ces constats, formalités administratives obligatoires, s'effectuent généralement dans l'intimité familiale, en présence du défunt, dans son environnement habituel. Mais lors des cérémonies d'adieu organisées par les Dubois, quelque chose dérange systématiquement le praticien. Les corps ne correspondent pas exactement à ses souvenirs précis des personnes vivantes. L'âge et la maladie peuvent certes transformer un visage, se répète-t-il pour chasser ses doutes, mais à ce point. Ce qui l'intrigue particulièrement, c'est la rapidité avec laquelle certains corps semblent se décomposer ou au contraire se conserver. Madame Bernadette Foulon, sa patiente décédée d'une pneumonie en août 1822, était une femme naturellement corpulente, aux joues pleines et aux mains potelées. 3 jours plus tard, lors de la présentation funéraire, son corps paraît étonnamment amaigri, les traits creusés, les mains osseuses. Auguste Dubois, consulté sur ce phénomène troublant, explique cette transformation par la déshydratation post-mortem naturelle, accentuée par l'efficacité de leur nouveau procédé de conservation. Nous avons développé, grâce au progrès de la science moderne, des techniques révolutionnaires qui éliminent plus rapidement les humeurs corporelles responsables de la putréfaction, explique-t-il avec l'assurance du spécialiste. Cette explication scientifique impressionne le docteur Reynaud, mais ne dissipe pas entièrement ses doutes. En tant que médecin, il connaît les processus naturels de décomposition et de conservation. Or, certains phénomènes observés chez les Dubois ne correspondent à aucune technique connue de la médecine contemporaine. Intrigué malgré lui, le docteur Reynaud commence à tenir un carnet personnel où il note ses observations lors des cérémonies funéraires. Progressivement, un schéma se dessine avec une netteté troublante. Tous les cas suspects concernent des personnes âgées, veuves ou veufs, sans famille, proches nombreuses, possédant des bijoux de valeur ou des biens précieux facilement négociables. Plus révélateur encore, ces personnes présentent toutes le même profil social. Bourgeois fortunés mais isolés, clients réguliers des mêmes commerçants de luxe, fréquentant les mêmes cercles restreints, entretenant des relations superficielles mais étendues dans la haute société lyonnaise. En somme, des cibles idéales pour des activités criminelles nécessitant discrétion et impunité. En février 1823, un événement bouleverse cette routine morbide et expose au grand jour les méthodes de la famille Dubois. Monsieur Alphonse Girard, négociant en textile prospère âgé de 54 ans, s'effondre brutalement dans son bureau de la rue de la Bourse.
Le médecin appelé en urgence ne peut que constater le décès, arrêt cardiaque foudroyant, sans doute provoqué par le surmenage et les excès de table caractéristiques de la bourgeoisie de l'époque. Alphonse Girard incarnait parfaitement le nouveau riche lyonnais de la Restauration. Fils d'un modeste tisseur, il avait su profiter des opportunités offertes par l'expansion industrielle pour bâtir un empire commercial dans le textile. Ses affaires florissantes lui avaient permis d'acquérir un hôtel particulier, de marier avantageusement ses filles, de fréquenter les cercles les plus huppés de la société locale. Sa famille fait naturellement appel au service de la maison Dubois, dont la réputation d'excellence est bien établie dans leurs cercles sociaux. Auguste Dubois se présente avec son habituel professionnalisme, évalue les souhaits de la famille, organise les préparatifs selon les usages les plus raffinés. Cependant, M. Girard possédait une particularité physique remarquable qui allait révéler les activités criminelles de ses fossoyeurs. Dans sa jeunesse turbulente, avant d'embrasser la carrière commerciale, Alphonse Girard avait navigué pendant plusieurs années sur les navires marchands méditerranéens. De cette période aventureuse, il conservait un tatouage sur l'avant-bras gauche, souvenir de sa jeunesse de marin qu'il cachait soigneusement sous les manches de ses habits bourgeois. Ce tatouage représentait une encre marine, aux détails très précis, réalisée par un artiste tatoueur renommé du port de Marseille. L'œuvre, d'une qualité exceptionnelle, comportait des détails caractéristiques. Cordages entrelacés selon une technique particulière, étoiles de mer à 8 branches, inscription en latin, spes ancor, gravée en caractères gothiques. Alphonse Girard était fier de cette marque de sa jeunesse, même s'il la dissimulait par souci de respectabilité sociale. Lors de la cérémonie d'adieu, son frère cadet Antoine Girard, seul confident de cette particularité physique, remarque immédiatement que le tatouage visible sur l'avant-bras du défunt n'est plus le même. Les contours sont approximatifs, les détails grossiers, l'inscription latine mal orthographiée. Surtout, l'encre elle-même ne présente plus cette perfection technique qui faisait l'originalité de l'œuvre originale. Antoine Girard, ancien militaire aux habitudes d'observation développées pendant les campagnes napoléoniennes, est formel. Ce tatouage est une imitation grossière, réalisée par quelqu'un qui n'en connaissait que la description approximative. Ce n'est pas le corps de son frère qui repose dans ce cercueil. Il exige des explications immédiates d'Auguste Dubois. Celui-ci, pour la première fois depuis le début de ses activités criminelles, semble perdre de sa superbe. Son assurance habituelle vacille, son élocution se fait hésitante. Il bredouille des excuses confuses sur les effets imprévisibles de la conservation sur les pigments de tatouage, sur les déformations post-mortem qui peuvent modifier l'apparence des marques cutanées. Les encres utilisées pour le tatouage, explique-t-il avec une conviction décroissante, réagissent de façon imprévisible aux produits chimiques que nous utilisons pour la conservation. Certains pigments se décolorent, d'autres changent de teinte, les contours peuvent se déformer sous l'effet de la dessiccation des tissus. Mais Antoine Girard ne se laisse pas convaincre par ces explications techniques approximatives. Son expérience militaire lui a appris à faire confiance à ses observations directes plutôt qu'aux discours d'autorité. De plus, en tant que frère d'Alphonse, il connaît parfaitement chaque détail de ce tatouage qu'il a vu des centaines de fois pendant leur enfance commune. « Monsieur Dubois », déclare-t-il d'une voix ferme qui fait se retourner plusieurs invités. « Ce n'est pas mon frère qui repose dans ce cercueil, je ne sais pas ce que vous avez fait de son corps, mais cette mascarade va cesser immédiatement. Demain matin, j'alerterai la police et j'exigerai l'ouverture d'une enquête approfondie. Cette menace publique, prononcée devant témoins, sape définitivement l'autorité d'Auguste Dubois. » Plusieurs invités commencent à murmurer, échangent des regards inquiets, se souviennent d'impressions troublantes lors de précédentes cérémonies. L'ambiance funéraire se charge d'une tension nouvelle, mélange de doute et d'indignation qui menace d'exploser. Auguste Dubois tente de sauvegarder les apparences en calmant Antoine Girard, lui promettant des explications privées évoquant le respect dû au défunt et à sa famille.
Mais le mal est fait. Pour la première fois, les méthodes de la famille Dubois sont publiquement remises en question par quelqu'un disposant d'arguments irréfutables. Cette nuit-là, Antoine Girard ne rentre pas chez lui. Sa famille, inquiète de cette absence inhabituelle, le recherche pendant des jours. Les domestiques l'ont vu quitter la cérémonie vers 20h, visiblement agité mais déterminé. Il avait déclaré à sa belle-sœur qu'il se rendrait dès le lendemain au commissariat central pour porter plainte contre les Dubois. On retrouve son corps dans la Saône, une semaine plus tard, près du pont de la Guillotière. Noyade accidentelle, conclut l'enquête officielle menée avec une rapidité suspecte. Le rapport de police évoque une chute malencontreuse dans les eaux troubles du fleuve, favorisée par le brouillard épais qui enveloppait Lyon cette nuit-là. Mais ceux qui connaissaient Antoine Girard savent que cette explication ne tient pas. Ancien officier d'infanterie, habitué aux marches nocturnes et aux terrains difficiles, excellent nageur depuis l'enfance, il évitait systématiquement les quais par temps de brouillard. De plus, sa famille découvre qu'il portait sur lui, au moment de sa disparition, une forte somme d'argent liquide destinée à garantir la sécurité de sa démarche, somme qui n'a jamais été retrouvée sur le cadavre. Plus troublant encore, l'autopsie révèle des contusions sur le crâne difficilement compatibles avec une simple chute dans l'eau. Le médecin légiste note ces anomalies dans son rapport, mais ses conclusions sont rapidement étouffées par sa hiérarchie. Il sera muté quelques semaines plus tard vers un poste provincial, officiellement pour convenance personnelle. L'affaire Antoine Girard révèle l'existence d'un réseau de complicité qui dépasse largement la seule famille Dubois. L'enquête bâclée, la rapidité avec laquelle l'affaire est classée, les pressions exercées sur les témoins potentiels, tout suggère que les entrepreneurs funéraires bénéficient de protections haut placées dans l'appareil administratif et judiciaire lyonnais. Marie Planchat, Mademoiselle Garnier et le docteur Reynaud comprennent qu'ils ne peuvent plus agir isolément. Ils décident de se regrouper pour mener une enquête méthodique, tout en prenant des précautions extrêmes pour assurer leur sécurité. Le destin d'Antoine Girard leur a démontré que leurs adversaires n'hésitent pas à employer la violence pour protéger leurs secrets. Leurs premières investigations révèlent l'ampleur insoupçonnée du trafic organisé par les Dubois. En recoupant leurs témoignages respectifs avec les registres paroissiaux et les avis de décès publiés dans les journaux locaux, ils établissent une liste de 47 décès survenus au cours des 2 dernières années et confiés aux soins de la famille Dubois. Sur ce total, 32 cas présentent des caractéristiques troublantes. Personnes âgées, socialement isolées, possédant des biens de valeur facilement négociables. Dans chaque situation, des témoins ont signalé des détails inquiétants concernant l'apparence du défunt lors de la cérémonie d'adieu ou la disparition mystérieuse de bijoux et objets précieux. Mademoiselle Garnier apporte un élément d'enquête crucial grâce à sa position privilégiée dans la société bourgeoise lyonnaise. Dans son atelier de couture, elle conserve un carnet détaillé où elle note toutes les commandes spéciales. Robes de deuil, voiles, accessoires funéraires, mais aussi les confidences de ses clientes concernant leurs bijoux et parures. En relisant systématiquement ces notes des 2 dernières années, elle découvre une coïncidence troublante qui dépasse le simple hasard. Plusieurs bijoux disparus avec leur propriétaire défunte sont réapparus quelques semaines plus tard au doigt ou au cou d'autres clientes fortunées du quartier. La bague au saphir de Madame Bertrand, par exemple, semble maintenant orner la main de Madame Clémentine Dubois elle-même, l'épouse d'Henri Dubois. Mademoiselle Garnier l'a remarqué lors d'une visite de courtoisie que Célestine avait rendue à l'une de ses clientes. Le bijou était clairement visible, porté avec cette ostentation discrète caractéristique de la bourgeoisie enrichie. Les boucles d'oreilles en perles de culture de la belle-mère de Madame Varlet brillent désormais aux oreilles de Madame Laroche, épouse d'un notaire influent et cliente régulière de l'atelier de couture. Le collier de corail de Madame Foulon pare maintenant le cou de Madame Besson, femme d'un banquier, qui l'exhibe fièrement lors des réceptions dominicales. Ces femmes, interrogées subtilement par Mademoiselle Garnier sous prétexte de compliments sur leurs bijoux, expliquent toutes avoir acquis ces parures auprès du même fournisseur.
un antiquaire discret spécialisé dans les successions bourgeoises, nommé Monsieur Valentin Roussel, recommandé personnellement par Henri Dubois. Cet antiquaire, selon leur dire, opère dans une petite boutique de la rue Mercière, au cœur du quartier commercial de Lyon. Il se spécialise dans l'acquisition de bijoux de famille vendus par des héritiers désargentés, qu'il propose ensuite à une clientèle triée sur le volet. Ses prix, particulièrement avantageux, et la qualité exceptionnelle de ses pièces lui ont rapidement constitué une clientèle fidèle parmi la bourgeoisie lyonnaise. Intriguée par ces révélations, l'équipe d'enquêteurs amateurs se rend rue Mercière pour examiner de plus près cette mystérieuse boutique. Ils découvrent avec stupéfaction que l'adresse indiquée correspond à un local commercial vide depuis plusieurs semaines. Les voisins commerçants expliquent que M. Roussel a fermé subitement sa boutique en janvier 1823, soit quelques jours après l'incident Antoine Girard. Il est parti précipitamment, une nuit, emportant ses marchandises les plus précieuses et laissant derrière lui des dettes auprès de plusieurs fournisseurs locaux. Aucune adresse de contact, aucune explication. Une disparition aussi mystérieuse que soudaine. Le propriétaire du local, M. Augustin Mercier, garde un souvenir très net de son ancien locataire. Valentin Roussel était un homme discret, toujours tiré à 4 épingles, qui recevait une clientèle choisie. Ses affaires semblaient prospères, il payait son loyer sans retard, ne causait aucun trouble. Sa disparition brutale m'a beaucoup surpris. Plus troublant, M. Mercier révèle que Roussel ne travaillait jamais seul. Il était souvent visité par un jeune homme blond, très élégant, qui semblait être son associé ou son principal fournisseur. Ce jeune homme arrivait toujours avec des mallettes de cuir qui paraissaient contenir des objets précieux. La description correspond parfaitement à Théodore Dubois, le cadet de la famille, chargé officiellement des relations extérieures de l'entreprise funéraire. Cette connexion directe entre l'antiquaire disparu et les entrepreneurs de pompes funèbres confirme définitivement l'existence d'un réseau criminel organisé. Le docteur Reynaud pousse l'investigation plus loin en exploitant ses relations professionnelles dans le milieu médical lyonnais. Il contacte discrètement ses confrères des autres quartiers de la ville, prétextant une étude sur les nouvelles techniques de conservation des corps pour sonder leurs connaissances sur les méthodes Dubois. Tous confirment la même réalité troublante. Aucun médecin de Lyon ne connaît ni ne recommande les fameux procédés révolutionnaires dont se vante la famille Dubois. Leurs techniques de conservation, présentées comme des innovations scientifiques de pointe, ne sont documentées dans aucune publication médicale de l'époque. Plus inquiétant encore, plusieurs confrères du docteur Reynaud mentionnent des sollicitations étranges reçues au cours des derniers mois. Un mystérieux intermédiaire, se présentant comme fournisseur pour la recherche anatomique, leur a proposé d'acquérir des organes humains frais, destinés à leurs études médicales. Cette proposition, faite avec la plus grande discrétion, concernait principalement des organes difficiles à obtenir légalement. Cœur, foie, reins de personnes décédées récemment. Le fournisseur garantissait la fraîcheur parfaite des prélèvements et proposait des tarifs très inférieurs aux prix pratiqués par les morgues officielles. Plusieurs médecins ont accepté ces offres, attirés par l'opportunité d'étudier des organes dans un état de conservation exceptionnel. Le docteur Beaumont, professeur d'anatomie à l'école de médecine, confirme avoir acheté plusieurs spécimens qui se sont révélés d'une qualité remarquable. Les organes que nous a fournis cet homme présentaient une fraîcheur surprenante, explique-t-il au docteur Reynaud. Il semblait avoir été prélevé quelques heures seulement après le décès, alors que nous les recevions généralement dans un état de décomposition avancé. Cette qualité exceptionnelle nous a permis d'effectuer des dissections d'une précision inégalée. Le docteur Reynaud demande une description de ce mystérieux fournisseur. Le portrait correspond exactement à Émile Dubois. Homme jeune, mince, aux mains particulièrement fines, s'exprimant avec une précision technique qui révèle une connaissance approfondie de l'anatomie humaine. Ces révélations font frissonner le docteur Reynaud. Si ces soupçons sont fondés, les Dubois ne se contentent pas de voler les bijoux des morts.
Ils prélèvent également leurs organes pour les revendre au marché noir médical. Cette découverte donne une dimension nouvelle à leurs activités criminelles. Poussant plus loin ses investigations, le docteur découvre que plusieurs de ses patients décédés récemment et confiés aux soins de la famille Dubois avaient effectué des donations importantes à diverses œuvres de charité par testament. Ces legs, d'un montant total considérable, n'ont jamais été honorés. Les organismes de charité concernés, hospices, orphelinats, écoles paroissiales, n'ont jamais reçu les sommes promises. Les notaires chargés d'exécuter ces testaments expliquent que les biens en question ont été liquidés en urgence pour couvrir des dettes imprévues découvertes après inventaire. Or, ces dettes, quand le docteur Reynaud en demande le détail, n'existent dans aucun dossier officiel. Les créanciers supposés sont introuvables, les factures impayées invérifiables. Tout suggère que ces prétendues dettes ont été inventées pour justifier la liquidation frauduleuse des successions. Cette escroquerie financière, ajoutée au vol de bijoux et au trafic d'organes, révèle l'ampleur extraordinaire du système criminel mis en place par la famille Dubois. Ils ont transformé leur entreprise de pompes funèbres en véritable machine à exploiter les morts et à escroquer leurs héritiers. En mars 1823, Marie Planchat prend une décision qui va sceller son destin. Forte des preuves rassemblées par l'équipe d'enquêteurs, elle décide de mener sa propre investigation dans l'antre même des Dubois. Elle se rend chez eux sous prétexte de présenter ses respects à la famille de sa défunte maîtresse, usage courant dans la bourgeoisie lyonnaise qui veut que les domestiques fidèles maintiennent des relations de courtoisie avec ceux qui ont pris soin des obsèques. Célestine Dubois la reçoit dans le salon familial avec cette courtoisie glacée qui caractérise les rapports entre bourgeois et domestiques. Cette pièce luxueusement meublée détonne immédiatement avec la supposée modestie d'une famille d'artisans funéraires, fût-elle prospère. Marie Planchat, observatrice experte formée par des années de service dans la haute bourgeoisie, note immédiatement chaque détail révélateur. Les meubles sont de style empire authentique, bergères en acajou massif, console en marqueterie, secrétaire à cylindre qui vaut plusieurs années de salaire d'un ouvrier qualifié. Les tapis persans qui ornent le parquet ciré proviennent manifestement d'importateurs de luxe. Les candélabres en bronze doré, la pendule de cheminée ornée de figurines mythologiques, les vases de Sèvres exposés dans une vitrine aux ferrures ciselées. Chaque objet révèle un niveau de fortune incompatible avec les revenus déclarés d'une entreprise familiale de pompes funèbres. Mais ce qui frappe le plus Marie Planchat, c'est la collection de bijoux que porte ostensiblement Célestine Dubois. Outre la bague au saphir de Madame Bertrand, qu'elle reconnaît immédiatement malgré l'éclairage tamisé du salon, elle identifie un collier de perles ayant appartenu à Madame Foulon et des boucles d'oreilles en diamant qu'elle a vues aux obsèques de Madame Chevalier. Ces bijoux, portés avec une désinvolture provocante, constituent une véritable confession d'activité criminelle. Célestine Dubois exhibe ainsi les trophées de ses crimes, certaines de l'impunité que lui garantissent ses relations et sa position sociale. Célestine semble deviner les pensées de sa visiteuse avec cette perspicacité inquiétante que développent les criminels endurcis. Son sourire se fait progressivement plus froid, son regard plus perçant, sa voix plus coupante. « Vous semblez troublée, ma chère Marie », dit-elle d'une voix doucereuse qui masque mal une menace sous-jacente. Le deuil joue parfois des tours à la mémoire. L'émotion peut nous faire croire que nous reconnaissons des objets familiers là où il n'y en a pas. C'est un phénomène bien connu des personnes de votre condition. Marie Planchat ressent immédiatement un frisson d'inquiétude. Cette remarque sur les personnes de sa condition révèle le mépris de classe qui anime Célestine Dubois. Pour elle, les domestiques ne sont que des témoins négligeables, dont l'opinion ne compte pas face à l'autorité sociale des maîtres. La conversation prend une tournure de plus en plus menaçante, bien que les mots restent en apparence courtois. Célestine Dubois évoque avec une précision troublante les difficultés financières que rencontrent souvent les domestiques âgés après la mort de leurs employeurs. Une femme de votre âge, sans famille, sans ressources personnelles,
poursuit-elle avec une fausse compassion, dépend entièrement de la générosité de ses anciens maîtres ou de la charité publique. Il serait fâcheux qu'elle se trouve privée de ses secours par sa propre imprudence. L'allusion est claire. Marie Planchat doit se taire si elle veut conserver les maigres ressources qui lui permettent de survivre. Célestine évoque ensuite l'importance de savoir tenir sa langue pour conserver un emploi dans la domesticité, les accidents regrettables qui peuvent survenir aux personnes trop curieuses, la facilité avec laquelle une réputation peut être détruite par des rumeurs malveillantes. « Mon mari », continue-t-elle en fixant Marie avec une insistance troublante, entretient d'excellentes relations avec la police et la magistrature de cette ville. Les autorités font confiance à sa parole et à son témoignage. Il serait très fâcheux qu'une personne de votre condition se trouve impliquée dans des rumeurs calomnieuses contre des familles respectables. Cette menace, à peine voilée, révèle l'étendue du réseau de corruption qui protège les activités criminelles des Dubois. Célestine évoque également les tribunaux qui ne font pas de cadeaux aux calomniateurs, surtout quand ils s'attaquent à des notables établis. Une accusation sans preuve contre une famille honorable peut coûter très cher, conclut-elle avec un sourire qui ne cache plus sa férocité. Prison pour diffamation, amende ruineuse, interdiction d'exercer dans la domesticité bourgeoise. Un domestique qui perd sa réputation ne retrouve jamais d'emploi décent. Marie Planchat quitte la demeure Dubois avec la certitude d'avoir découvert la vérité sur les activités criminelles de cette famille, mais aussi avec la conscience aiguë du danger mortel qu'elle court. Cette nuit-là, dans sa modeste chambre de bonne, elle rédige une lettre détaillée où elle consigne toutes ses observations, tous les témoignages recueillis, tous les indices qui accablent les Dubois. Cette lettre, rédigée dans une prose simple mais précise, constitue un véritable acte d'accusation contre la famille criminelle. Marie y détaille le vol des bijoux, les substitutions de corps, les connexions avec l'antiquaire disparu, les menaces proférées par Célestine. Elle y joint également la liste des victimes identifiées et les témoignages de leurs domestiques. Elle confie cette lettre à Mademoiselle Garnier avec instruction formelle de la remettre aux autorités compétentes s'il lui arrivait malheur. « Si je meurs dans les jours qui viennent », écrit-elle en conclusion, « ce ne sera pas un accident. Les Dubois auront fait taire un témoin gênant, comme ils l'ont fait pour Antoine Girard. » 2 jours plus tard, Marie Planchat est retrouvée morte dans sa chambre de bonne de la rue Sainte-Catherine. Crise cardiaque brutale, conclut le médecin appelé en urgence. Un praticien inconnu du docteur Reynaud, mystérieusement recommandé par Henri Dubois lui-même. Ce médecin, le docteur Valentin Morin, établit son certificat de décès avec une rapidité suspecte, sans procéder aux examinations approfondies que justifierait la mort subite d'une personne en bonne santé apparente. Il refuse poliment mais fermement toute demande d'autopsie, évoquant l'évidence du diagnostic et l'inutilité de formalités traumatisantes pour l'entourage. Le corps de Marie Planchat est immédiatement emporté par les services Dubois pour préparation funéraire. Aucune famille, aucun proche influent pour réclamer une enquête approfondie ou contester les dispositions prises. Une mort discrète, un enterrement modeste, un silence définitif. Exactement ce que recherchent les assassins. La disparition de Marie Planchat galvanise les derniers enquêteurs survivants. Mademoiselle Garnier et le docteur Reynaud comprennent qu'ils ne peuvent plus agir seuls face à un réseau criminel disposant de complicité dans l'appareil judiciaire et médical. Ils décident de contacter l'inspecteur Lucien Hervé, policier réputé intègre et proche de la retraite, donc théoriquement moins sensible aux pressions politiques et financières. Lucien Hervé, homme méticuleux dans la cinquantaine, a forgé sa réputation sur 30 ans de carrière irréprochable dans la police lyonnaise. Fils d'un modeste artisan, il a gravi les échelons par son seul mérite, sans jamais céder aux tentations de corruption qui guettent les fonctionnaires en contact avec l'argent et le pouvoir. Sa proximité de la retraite lui confère une liberté d'action précieuse. N'ayant plus de carrière à protéger, il peut se permettre de contrarier des intérêts puissants. Cette réputation d'indépendance lui vaut la méfiance de sa hiérarchie, mais aussi la confiance de ses citoyens honnêtes qui cherchent encore la justice dans une société corrompue.
Hervé écoute le récit de Mademoiselle Garnier et du docteur Reynaud avec l'attention professionnelle qui caractérise les policiers expérimentés. Il est d'abord sceptique, l'accusation paraît énorme, les implications sociales considérables, puis progressivement intrigué par la cohérence des témoignages et la précision des détails. La lettre posthume de Marie Planchat, remise par Mademoiselle Garnier selon les dernières volontés de la défunte, convainc définitivement l'inspecteur de la réalité du complot. Ce document, rédigé par une femme visiblement terrifiée mais déterminée à révéler la vérité, porte en lui l'authenticité poignante du témoignage ultime. L'inspecteur décide de mener sa propre vérification discrète avant d'engager toute procédure officielle. Il sait que les Dubois bénéficient de protections haut placées et qu'une enquête prématurée risque d'être sabotée par leurs complices infiltrés dans l'administration. Ces premières investigations confirment les soupçons. Henri Dubois entretient effectivement des amitiés influentes dans la police et la magistrature lyonnaise, amitiés cimentées par les services funéraires gratuits offerts pour leurs proches décédés. Le commissaire central Augustin Mercier, le procureur adjoint Édouard Lafarge, le juge d'instruction Pierre Beaumont, tous ont bénéficié des prestations de la maison Dubois à titre gracieux. Ces services gratuits, présentés comme des marques de respect envers les serviteurs de l'ordre public, créent en réalité des dettes morales qui garantissent la bienveillance des autorités. Comment suspecter la générosité de celui qui a organisé dignement les obsèques de votre épouse ou de votre père? Hervé s'intéresse également aux finances personnelles des membres de cette élite corrompue. Il découvre que plusieurs de ces personnalités ont effectué des acquisitions immobilières importantes au cours des dernières années, acquisitions financées par des héritages familiaux ou des investissements fructueux jamais précisément documentés. Plus troublant encore, l'inspecteur constate que Henri Dubois possède plusieurs comptes dans différentes banques lyonnaises, alimentés régulièrement par des dépôts d'espèces et des ventes d'objets précieux. Ces comptes, tenus secrets par le secret bancaire, atteignent des montants qui dépassent largement les revenus déclarés de l'entreprise familiale. Dubois explique ses revenus supplémentaires par ses investissements dans l'Antiquité et ses activités de conseil en patrimoine funéraire auprès de riches familles soucieuses d'organiser leurs obsèques futures. Ces activités annexes, parfaitement légales en apparence, masquent en réalité le blanchiment de l'argent criminel. Mais c'est en enquêtant sur le passé de la famille que Hervé fait les découvertes les plus troublantes. Henri Dubois n'a pas commencé sa carrière comme menuisier, contrairement à la version officielle qu'il présente à sa clientèle bourgeoise. Les registres administratifs de l'époque révèlent qu'il était fossoyeur au cimetière de Loyasse entre 1785 et 1791. Un fossoyeur licencié brutalement en 1791 pour irrégularité grave dans la gestion des sépultures. Euphémisme administratif qui cache probablement des faits autrement plus graves que de simples négligences professionnelles. Le dossier de licenciement, partiellement conservé dans les archives municipales, évoque des manipulations suspectes de cadavres et des détournements de biens mortuaires. Ces accusations, étouffées à l'époque par les bouleversements révolutionnaires, révèlent que Henri Dubois pratiquait déjà ses activités criminelles sous l'Ancien Régime. Le passage aux pompes funèbres privées lui a simplement permis d'industrialiser ses méthodes et d'élargir sa clientèle. Célestine Dubois, née Morel, présente elle aussi un passé trouble soigneusement dissimulé. Elle était sage-femme dans les quartiers pauvres de Lyon, entre 1795 et 1802, exerçant une profession qui lui donnait accès aux nouveau-nés et aux familles en détresse. Elle aussi a eu des démêlés avec les autorités sanitaires de l'époque. Plusieurs nouveau-nés confiés à ses soins sont morts dans des circonstances suspectes. L'enquête administrative de 1802 avait été classée sans suite faute de preuves formelles, mais les témoignages recueillis par Hervé dans les archives suggèrent que Célestine était soupçonnée de trafic d'enfants. Cette pratique criminelle, malheureusement répandue à l'époque, consistait à faire disparaître des nouveau-nés indésirables moyennant rémunération, tout en déclarant officiellement leur mort naturelle. Les bébés,
étaient ensuite revendus à des familles stériles ou exploités par des réseaux de mendicité organisés. Les trois fils Dubois, Auguste, Émile et Théodore, ont donc grandi dans cette atmosphère de corruption et de violence dissimulée sous le masque de la respectabilité bourgeoise. Formés dès l'enfance aux traditions familiales, ils ont intégré naturellement la criminalité comme un mode de vie normal. Auguste, l'aîné, semble être devenu le cerveau de l'opération actuelle. Doté d'une intelligence remarquable et d'un charisme naturel, il a su moderniser les méthodes criminelles familiales en les adaptant au code de la bourgeoisie post-révolutionnaire. Émile s'occupe de la partie technique. Préparation des corps, maquillage funéraire, fabrication des substituts. Ses talents artistiques exceptionnels, alliés à une connaissance approfondie de l'anatomie humaine, font de lui l'artisan indispensable du système criminel. Théodore, le plus jeune, gère les relations extérieures et la revente des objets volés. Sa jeunesse, son charme et sa sociabilité naturelle lui permettent de fréquenter la haute société lyonnaise sans éveiller de soupçons. Il constitue le lien entre l'entreprise familiale et ses complices extérieurs. Cette escalade de révélations vous donne-t-elle des frissons? Si cette histoire vous captive, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver ensuite. Vos théories nous passionnent. Au terme de plusieurs semaines d'enquête discrète, l'inspecteur Hervé rassemble suffisamment de preuves circonstancielles pour obtenir un mandat de perquisition. Mais il sait que la famille Dubois sera rapidement prévenue de ses investigations par ses complices infiltrés dans l'administration. Il doit donc agir avec une rapidité et une discrétion absolue. Hervé sélectionne soigneusement l'équipe qui l'accompagnera lors de la perquisition. Il choisit 4 agents en qui il a une confiance absolue, des policiers intègres, dont il connaît personnellement l'honnêteté et le courage. Il exclut délibérément tous ceux qui auraient pu être corrompus ou influencés par le réseau Dubois. Le sergent Paul Meunier, ancien militaire reconverti dans la police, possède l'expérience du combat et le sang-froid nécessaire pour affronter des situations dangereuses. Le brigadier Antoine Roussel apporte sa connaissance approfondie des milieux criminels lyonnais. Les agents Lucien Beaumont et Charles Girard complètent cette équipe par leur jeunesse et leur détermination. Hervé associe également le docteur Reynaud à cette opération. La présence d'un médecin qualifié s'avérera indispensable pour examiner les découvertes macabres qui les attendent probablement dans les caves des Dubois. De plus, le témoignage d'un praticien respecté renforcera la crédibilité de l'enquête. La perquisition est programmée pour le 15 avril 1823 au petit matin, moment où la famille Dubois sera théoriquement surprise par cette intervention soudaine. Hervé espère profiter de l'effet de surprise pour empêcher la destruction de preuves compromettantes. Mais Henri Dubois ne s'est pas maintenu impunément à la tête d'un réseau criminel pendant des décennies sans développer un système d'alerte efficace. Dès le 13 avril, il est informé par ses complices de l'imminence d'une perquisition. Cette information lui laisse 48 heures pour organiser sa défense et dissimuler les preuves les plus compromettantes. Ces 2 jours sont mis à profit pour un nettoyage méthodique des locaux. Les documents les plus révélateurs sont brûlés dans la cheminée du salon familial. Les objets volés les plus facilement identifiables sont évacués vers des caches sûres. Certains complices extérieurs sont prévenus et disparaissent temporairement de Lyon. Cependant, l'ampleur du trafic organisé par les Dubois rend impossible la dissimulation complète de leurs activités. Les caves souterraines, trop vastes et trop chargées de preuves matérielles, ne peuvent être entièrement nettoyées en si peu de temps. Le 15 avril 1823 au petit matin, l'inspecteur Hervé et son équipe se présentent devant la demeure Dubois. Henri Dubois, réveillé en sursaut par les coups répétés à sa porte, tente de temporiser. Il brandit ses relations influentes, menace de porter plainte pour harcèlement, exige de voir le procureur. Mais Hervé reste inflexible et présente son mandat. La fouille du rez-de-chaussée et du premier étage ne révèle rien de véritablement suspect.
Les ateliers de préparation funéraire sont conformes aux normes, les cercueils stockés de belles factures, la comptabilité officielle parfaitement tenue. Henri Dubois reprend confiance et nargue les policiers. Vous voyez bien que vos soupçons sont ridicules, mais c'est dans les caves que tout bascule. Le premier sous-sol abrite effectivement des chambres froides pour la conservation. Cependant, Hervé remarque que les dimensions ne correspondent pas à l'architecture de la maison. En sondant les murs, il découvre une cloison factice, dissimulant un passage. Derrière cette cloison, s'ouvre un second niveau de cave plus profond. L'odeur qui s'en échappe saisit immédiatement les enquêteurs. Mélange écœurant de produits chimiques, de chair en décomposition et de quelque chose d'indéfinissable qui retourne l'estomac. Dans la première salle, ils découvrent un véritable laboratoire de la mort. Table de dissection, instruments chirurgicaux, bocaux contenant des organes dans du formol artisanal, cuves remplies de liquide brunâtre. Sur une étagère, des registres manuscrits détaillent méticuleusement les opérations effectuées. Le docteur Reynaud, bien qu'habitué aux autopsies, devient livide en parcourant ces registres. Il y découvre une comptabilité macabre. Nom des défunts, inventaire des bijoux récupérés, poids des organes prélevés, prix de vente des différents produits dérivés. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Un commerce organisé de dépouilles mortelles. Les Dubois vendent les organes à des médecins peu scrupuleux, récupèrent les cheveux pour la perruquerie de luxe, extraient la graisse corporelle pour fabriquer bougies et savons destinés à une clientèle bourgeoise. La deuxième cave abrite l'atelier de reconstitution. Des mannequins de cire et de tissu, modelés avec un art consommé, reproduisent l'apparence des défunts. Les visages sont sculptés d'après des moulages pris sur les véritables corps. Émile Dubois possède un talent exceptionnel pour cette sinistre contrefaçon. La troisième cave révèle l'ampleur du trafic. Des dizaines de cercueils vides sont empilés. Les Dubois revendent les cercueils après avoir remplacé leur contenu par des mannequins. Les familles enterrent des simulacres. Mais c'est dans la quatrième cave que l'inspecteur Hervé fait la découverte qui le marquera à vie. 47 cadavres suspendus à des crochets de boucher, dans divers états de décomposition et de dépeçage. Tous portent des étiquettes indiquant leur identité et leur valeur marchande résiduelle. Le spectacle est si atroce que 2 agents s'évanouissent. Au centre de cette salle macabre, les restes de Marie Planchat, partiellement dépecés. Les registres indiquent que ses organes ont été vendus à l'école vétérinaire. Ses cheveux à un perruquier, sa graisse transformée en savon de luxe. L'arrestation de la famille Dubois provoque un scandale sans précédent. Henri, Célestine et leurs 3 fils sont immédiatement incarcérés. L'enquête révèle l'étendue de leur réseau. Le médecin qui achetait les organes, le perruquier qui commercialisait les cheveux, l'apothicaire qui fabriquait les produits miracles. Plusieurs notables sont impliqués, mais très vite, les autorités comprennent qu'un procès public révélerait des complicités embarrassantes. Des pressions s'exercent pour étouffer le scandale. Témoins qui changent de version, preuves qui disparaissent, experts qui se rétractent. Henri Dubois tente de négocier en proposant de révéler tous ses complices. Mais avant ces négociations, il est retrouvé pendu dans sa cellule. Suicide, conclut l'enquête officielle. Célestine sombre dans la folie, prétendant avoir reçu des visions divines justifiant ses actes. Auguste nie toute responsabilité, affirmant avoir obéi aux ordres paternels. Émile et Théodore plaident la jeunesse et l'influence familiale. Le verdict de décembre 1823 déçoit. Célestine internée à vie, Auguste condamné à 20 ans de travaux forcés, Émile et Théodore à 10 ans de prison chacun. Mais le plus troublant survient après le procès. L'établissement est officiellement fermé. Pourtant des témoins aperçoivent des lumières dans les caves pendant des mois. Des bruits étranges, des odeurs suspectes persistent. En 1825, la propriété est vendue pour rénovation, mais les ouvriers refusent de travailler dans les caves.
Il parle de présence inquiétante, de murmures, d'odeurs de mort persistantes. Le projet est abandonné, la demeure finalement détruite en 1830. L'inspecteur Hervé prend sa retraite anticipée, traumatisé. Dans ses mémoires jamais publiées, il révèle avoir découvert un 5e sous-sol lors de la perquisition, dont l'accès fut mystérieusement muré entre-temps. Quelqu'un avait fait disparaître les dernières preuves. Le docteur Reynaud découvre que plusieurs entreprises similaires ont été discrètement fermées dans d'autres villes françaises pour des irrégularités. Même schéma, même méthode, même disparition de témoins. En 1835, Auguste Dubois, libéré, réapparaît à Lyon sous fausse identité. Il ouvre une boutique d'antiquités rue Mercière, la même rue que l'ancien complice disparu. Mademoiselle Garnier reconnaît parmi ses bijoux plusieurs pièces des victimes de 1823. Mais sa déposition est classée sans suite. Cette impunité confirme les soupçons. L'affaire n'a révélé qu'une partie de la vérité. Les véritables responsables, les financiers qui protégeaient le réseau, n'ont jamais été inquiétés. Le silence entoure progressivement l'affaire. Journaux qui cessent d'en parler, témoins qui s'installent dans la discrétion, archives égarées. En quelques années, cette histoire horrifique devient simple légende urbaine. En 1848, des ouvriers découvrent une cache contenant des dizaines de squelettes et des registres couvrant 1825-1845. Le commerce a continué 20 ans après l'affaire officielle, mais cette découverte survient en pleine révolution. Les autorités classent rapidement l'affaire, les ossements sont enterrés, les registres disparaissent dans un incendie accidentel. Aujourd'hui encore, les archives lyonnaises conservent quelques traces dispersées, rendant impossible toute enquête rétrospective sérieuse. Entre 1823 et 1900, Lyon connaît un taux anormalement élevé de disparitions parmi les témoins de scandales bourgeois, officiellement des départs, suicides ou accidents. En 1923, un journaliste tente de rouvrir le dossier pour le centenaire. Il disparaît avant publication, son appartement fouillé de fond en comble, ses recherches effacées. Cette disparition relance brièvement l'intérêt, mais la presse locale reste silencieuse. Les archives familiales de grandes fortunes lyonnaises révèlent des enrichissements inexpliqués pendant 1820-1850. Ces fortunes ont financé l'expansion industrielle de Lyon. Leurs descendants, dirigeants respectables aujourd'hui, ignorent-ils l'origine de leur patrimoine? La dernière trace officielle date de 1953. Des ouvriers découvrent des bijoux et registres des années 1820. Mais cette découverte fait l'objet d'aucune publicité. Le rapport est classé confidentiel. Les bijoux disparaissent dans les réserves muséales. Comme si, 130 ans après, certains avaient encore intérêt au silence. Comme si le réseau révélé en 1823 avait des ramifications si profondes qu'il fallait continuer à protéger ses secrets. Cette histoire vous a-t-elle convaincu de sa véracité? Pensez-vous que tout ait été révélé sur l'affaire Dubois? Dites-nous en commentaire ce que vous croyez vraiment. Abonnez-vous et partagez avec ceux qui apprécient les mystères les plus sombres de l'histoire française. Car parfois, la vérité est plus terrifiante que la fiction. Dans l'ombre de nos villes respectables se cachent peut-être encore des héritiers de ces réseaux criminels. L'affaire Dubois nous rappelle que le mal absolu peut porter le masque de la respectabilité bourgeoise, et que certains crimes sont si monstrueux qu'ils finissent par être oubliés plutôt que punis. La question qui vous hantera après cette histoire, combien d'affaires similaires n'ont jamais été découvertes? Combien de familles Dubois continuent leurs activités, protégées par l'argent et le silence d'une société qui préfère ignorer l'inacceptable? L'histoire de France regorge de ces zones d'ombre, de ces secrets que le temps n'a jamais révélés. Et parfois, dans le silence de la nuit, on peut encore entendre l'écho des crimes impunis, le murmure des victimes oubliées, l'appel à la justice de ceux dont la mort n'a servi qu'à enrichir leurs bourreaux.